Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour ce début du mois de novembre où on a officiellement décrété qu'on était rentré dans le couloir de l'horreur, celui qui va de novembre à avril, et dans lequel on est rentré définitivement, la période où les oiseaux se retournent pour mourir. Oui, ça n'a rien à voir avec le déficit budgétaire et tout à voir avec le fait que quand on rentre du bureau à 5h30 ou à 6h du soir, il fait noir. Oui. C'est très... Et encore, je ne vous raconte pas les années où on était à Londres, il y avait 1 heure de plus, donc c'est quand il se faisait noir à 3h30 ou à 4h. Alors là, vraiment... Et encore, ce qu'il y a de pire, ça m'est arrivé quand je travaillais en droit maritime de devoir aller en Suède ou au Danemark en hiver, et là, tu vois le jour 2 heures. C'est pas ça, c'est quand tu te réveilles le matin, il fait noir, et tu te dis, tu sais pas s'il est 2h de l'après-midi ou 6h du matin, c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, j'étais dans un bon hôtel, il n'y avait pas de fenêtre. Ce ne sert à rien d'avoir des fenêtres de toute façon. Non, il fait noir. Il fait noir. Donc voilà, et c'est une très belle transition dans l'allégorie, quelque part, du budget 2026. Oui, alors, vous allez parler du budget. Aujourd'hui, ça ne va pas être, à proprement parler, une émission dédiée au budget, Charles et moi, mais je me dois d'en parler parce que bien que Léonard et Charles aille couvrir le sujet cet après-midi. D'abord, nous n'avons pas la même sensibilité avec Léonard. J'ai peut-être une sensibilité un peu plus juridique. Et deuxièmement, il y a des choses qui m'irritent, donc je voudrais en parler. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons parler de la notion de réserve de valeur. Et nous allons regarder un petit peu ensemble comment s'intègre le système de l'euro vis-à-vis des autres systèmes monétaires, du dollar et du renminbi. Donc, revenons sur cette histoire de budget 2026 qui, comme on l'avait annoncé, s'annonce quand même sous les pires auspices. Le problème qu'on a aujourd'hui, on vous en a déjà parlé, c'est qu'on sait qu'on a un État qui dépense trop, on sait qu'on a des dépenses sociales, on l'a vu la semaine dernière, qui ne font qu'augmenter et qui sont immenses, c'est-à-dire qu'on a... plus de 2000 milliards qui sont... Et qui ne peuvent qu'augmenter, c'est-à-dire pour des raisons démographiques, on sait qu'il y a une dérive et que rien ne peut arrêter, parce que ça ne dépend pas de l'économie, ça dépend de la démographie. Et la démographie, c'est un machin qui bouge avec une lenteur. On a un gigantesque problème de retraite. Voilà. Et on a un gigantesque problème, quelque part, de gestion de nos contributions sociales. On ne peut pas continuer à filer des aides comme on le fait absolument à la terre entière. On dépense beaucoup trop. Et quand je dis on, quand les États dépensent beaucoup trop, encore une fois, ça n'est pas le régalien. Tout ce qui est armée, tout ce qui est hôpitaux, tout ça, c'est à l'os. Justice, c'est à l'os. Justice, c'est à l'os. Alors... pour ce qui est du budget 2026, j'avais lu et j'avais dit sur mes réseaux sociaux que le budget du RN, a priori, me paraissait pas si mal. Dans la mesure où, et il est vrai, le contre-budget du RN annonçait une baisse nette de la fiscalité de 15 milliards d'euros et de la dépense publique de 50 milliards d'euros. C'était un pas dans la bonne direction. Mais... C'était un pas dans la bonne direction. Toutefois, ça visait 36 milliards d'euros d'économies nettes pour réduire le déficit, qui était sur une baisse des dépenses publiques et une diminution des recettes fiscales de 14 milliards d'euros. Alors là où le bas blesse, c'est que dans le budget qu'a présenté le RN, et c'est sur ça que je voudrais avoir ton avis, ils ont décidé de présenter la spéculation financière comme un problème et qu'il fallait que les baisse de TVA qui allait être prise sur 100 produits de première nécessité et sur l'énergie. Oui. Bon, alors, on pourra parler de est-ce que c'est intelligent de baisser la TVA sur 100 produits de première nécessité ou pas ? Moi, c'est toujours pareil. Comme disait Milton Friedman, buvons un coup, Milton Friedman disait « J'ai jamais rencontré une baisse des impôts que je n'aimais pas ». Donc, le principe, c'est s'il y a une baisse des impôts, elle est bonne en elle-même, que ce soit sur, je sais pas quoi, l'essence ou les poupées chinoises. Allez, je dis une horreur, mais ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est que l'impôt doit servir à faire marcher l'État régalien. De là, on en a tiré qu'il fallait aussi faire des aménagements sociaux pour arriver à une plus grande homogénéité, soit. Et puis, dans les dernières années, on est arrivé à l'idée qu'il fallait que l'impôt punisse.
Et celui qui administrait les punitions, c'était l'État. Mais c'est comme, encore une fois, c'est comme donner les clés de la cave à son sommelier alcoolique, quoi. C'est de quel droit et pourquoi faudrait-il punir les gens qui ont réussi? Alors, dans cette idée-là, dans l'idée d'apporter des taxes sur ce qu'on appellerait la spéculation financière, donc selon Jean-Philippe Tanguy, porte-parole économique du RN, ces taxes frappent spécifiquement les excès du capitalisme financier sans alourdir la fiscalité des ménages ou des entreprises réelles. Alors voilà le découpage chiffré. Il y aurait une taxe sur les rachats d'actions, une augmentation de 33% de la taxe existante estimée à 8,4 milliards d'euros. Qu'est-ce que tu penses de taxer les rachats d'actions? C'est une grosse bêtise parce que les rachats d'actions ou l'augmentation des dividendes, c'est pareil. Donc, ça veut dire que si tu taxes les rachats d'actions, les sociétés vont augmenter les dividendes. Mais encore une fois, les rachats d'actions, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la société gagne beaucoup d'argent, c'est très bien, et que dans ses activités, elle ne peut pas les réinvestir de façon convenable. Donc, elle les rend, cet argent, aux vrais propriétaires, c'est-à-dire aux actionnaires, soit en rachetant des actions, soit en distribuant des dividendes. Donc, ce que tu es en train de dire, Tanguy, c'est que il faut taxer les sociétés quand elles ne savent pas quoi faire de l'argent et qu'elles veulent le rendre aux propriétaires. C'est complètement crétin. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est complètement crétin. L'idée, le type dit, par exemple, tu as fait une aciérie dans les années 50 ou 60, tu gagnes plus d'argent sur ton aciérie, donc tu rachètes les actions ou tu distribues des dividendes parce que tu rends le capital au gars en disant, je ne sais pas quoi en faire, vous êtes gentil, mais moi j'ai plus mon activité n'est plus rentable, donc je vous rends le capital, parce qu'il y a la moindre des choses. Pas du tout, là on va le taxer. Donc on va le forcer à continuer à faire des aciéries. C'est d'une bêtise qui est ahurissante. Bon, c'est triste, mais ça veut dire que Tanguy ne comprend rien à la rentabilité marginale du capital investi, mais ça, c'est pas nouveau, je le savais depuis longtemps. Alors, ils vont aussi instaurer une taxe sur les transactions financières infrajournalières ou le high frequency trading de 3 milliards d'euros. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est la taxe de 3 milliards d'euros. Dès que l'on taxera en France le high frequency trading, il ira se coller à Singapour ou à New York. Donc, cette taxe va rapporter zéro. Voilà. Par contre, il y a toute une série de gars qui font ça, qui gagnent leur vie en faisant ça. Je trouve pas ça pas très malin d'ailleurs, parce qu'en effet, c'est pas une bonne chose, j'aime pas ça, mais ça veut dire qu'eux, ils partiront aussi. Oui. Ils vont partir à Singapour ou à New York. Donc, voilà, c'est encore une fois une imbécilité. Laissez-moi raconter une anecdote, c'est que dans les années 80, les Français, qui sont d'excellents matheux, comme chacun le sait, avaient inventé un marché à terme sur les obligations d'État à 10 ans qui s'appelait le MATIF. Ils avaient été parmi les premiers à faire ça. Ça permettait à tout le monde de couvrir les risques qu'il avait sur les taux d'intérêt dans tous les sens. Et ils ont taxé tout ça parce que c'était pas bien de faire ces choses-là, de prendre des risques, de les couvrir. Et ce qui s'est passé, c'est que le MATIF a fermé et que maintenant toutes les transactions se font à New York, à Chicago ou à Londres, quoi. Donc tous les gars qui étaient en France, qui avaient inventé ça, sont partis le faire ailleurs. Et alors, encore une fois, a été décidée une taxe sur les super dividendes de 750 millions d'euros. Cela cible les distributions exceptionnelles de dividendes excessives aux actionnaires au-delà d'un seuil raisonnable, qui détermine le seuil raisonnable, souvent au détriment des salariés ou des réinvestissements. Encore une fois, il faut dire une chose, c'est que le capital des sociétés appartient, d'après la Constitution, à ses propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires. Les actionnaires font ce qu'ils veulent du capital par l'intermédiaire du conseil d'administration, où le président prend des décisions qui sont acceptées par le conseil d'administration. Si les actionnaires décident qu'ils ne veulent pas, qu'ils ont trop d'argent, encore une fois, et qu'ils redonnent ça aux actionnaires, donc aux propriétaires, je ne vois pas qui décide. C'est pas M. Tanguy qui sait si dans la réassurance, qui est un des métiers les plus compliqués, j'ai été au conseil de SCOR pendant des années, il y a des dividendes exceptionnels où ils ont gagné trop d'argent ou pas assez d'argent.
Donc, encore une fois, c'est une négation du droit de propriété. Toutes ces taxes sont des négations du droit de propriété, c'est-à-dire que l'État se croit autorisé à dire la façon dont vous devez dépenser votre capital. Et ça, il n'en est même pas question, parce qu'on a vu la capacité qu'ils ont eu de perdre quand même 20 milliards d'euros sur EDF. Moi, si j'étais Tanguy, j'essaierais de savoir comment on a perdu 20 milliards d'euros sur EDF, qui a perdu 20 milliards d'euros, en fonction de quoi. Et c'est à eux, parce que perdre 20 milliards d'euros sur un appareil industriel qui était complètement amorti, c'est même pas envisageable. Je sais même pas comment ils ont fait. Donc, et qu'on mette en prison les gens qui ont perdu 20 milliards d'euros sur EDF, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est... Le rôle de l'État, c'est de vérifier que les choses se passent en bon ordre. Le bon ordre, c'est le conseil d'administration qui décide. C'est pas l'État qui va prendre les décisions à la place du conseil d'administration. Sinon, c'est l'Union soviétique, votre truc. Alors, dans la même idée, j'ai eu une communication d'une députée que je ne connaissais pas, qui s'appelle Julie Rechagneux, qui est au RN national, qui dit... Nous défendons la création d'un fonds souverain productif placé sous l'égide de la Caisse des dépôts qui orienterait l'épargne nationale vers l'économie réelle. Donc il serait question de flécher, n'est-ce pas, l'économie. Alors je voudrais que tu réagisses au fait que notre économie souffre d'un excès d'épargne et d'un manque d'investissement productif. Qu'est-ce que tu penses de ça, Charles ? Notre économie souffre d'un excès d'épargne. Le problème, encore une fois, c'est pas l'épargne. Je vais essayer d'expliquer encore une fois parce que c'est extrêmement important. Vous avez, encore une fois, les petites fourmis, les Français qui épargnent beaucoup. Et puis, au milieu, vous avez un système de transformation qui d'habitude est le système bancaire ou le système financier qui prend cette épargne et qui la transforme en actif productif. Et pour que ça se fasse bien, il faut que les actifs improductifs, comme par exemple les dépenses étatiques ou les taux d'intérêt, soient à un niveau suffisant pour que les types qui ne gagnent pas d'argent, mettons au-dessus de 4, si les taux d'intérêt sont au-dessus de 4, ne puissent pas emprunter. Donc, le but, c'est pas d'orienter l'épargne, comme le dit cette brave personne qui a probablement une licence de sociologie, qui ne sait même pas, qui n'a jamais qui n'a jamais géré une baraque à fric. C'est comment vous prenez cette épargne et vous la mettez en un truc productif. C'est de réserver cette épargne à ceux qui ont une rentabilité marginale du capital investi qui est au-dessus des taux d'intérêt qui sont fixés à un niveau normal pour éviter que l'État n'emprunte. Donc, si ça pouvait être fait par l'État, ça saurait, l'Union soviétique serait le pays le plus développé du monde. Ça ne peut être fait que par un système décentralisé. Et là, je voudrais dire qu'il y a un grand crime si cette jeune personne, elle a quel âge cette dame ? Elle doit avoir 37 ans. 37 ans, oui, bien sûr. Elle n'a jamais rien fait. Donc, ce qu'on peut souhaiter à cette dame, c'est de lui dire, mais comment, localement, le problème, c'est pas de l'épargne des Français, c'est que l'épargne qui est faite à Bourg-en-Bresse ou à Auch repart à Paris pour être investie à partir de Paris dans un fonds géré par la Caisse des dépôts qui existe déjà. Il y a la BPI déjà. Il y a la BPI déjà, on sait que ça marche pas. Donc, le problème, c'est il faut repartir de la base et que l'argent qui est, je sais pas, à la BNP Paribas à Auch, s'il y en a une, reste à Auch. Donc, dans les années 90, l'inspection des finances, dans sa grande sagesse, a décidé que toute l'épargne devait remonter à Paris pour être distribuée en fonction des fléchages faits par l'inspection des finances. Suivant le principe de quoi il n'est pas frais mon poisson. Oui, voilà, c'est exactement. C'est exactement comme dans Astérix, comment il n'est pas frais mon poisson, il est arrivé de Lutèce il y a 3 jours. Il est arrivé de Lutèce il y a 3 jours. C'est exactement ça. Alors qu'ils sont en armorique. Alors qu'ils sont en face de la mer et qu'ils n'ont pas une barque. Personne ne pêche. Ils ne bouffent pas de poisson. Non, le poisson arrive de Lutèce. Le poisson arrive de Lutèce. Donc, c'est ce que j'essaie de dire, c'est mais foutez de la paix. Ne pensez pas qu'une économie, ça se dirige du sommet. C'est comme ce corneau de Hollande qui disait, moi j'arrive, j'ai ma boîte à outils. Je ne sais pas si tu te souviens de la boîte à outils de Hollande. La boîte à out. La boîte à out. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, ces gens qui ont des boîtes à out ?
Mais foutez bien la paix aux gens. Moi déjà, ce qui me dérange avec cette idée constante de l'État souverain. Alors, de l'État souverain, mais au-delà de ça, il y a trop d'épargne en France. Mais petit coco, l'épargne, vous pensez bien que quand vous filez de l'argent à votre banquier, qu'il met dans un PEA, dans un PRE, ainsi de suite, le truc ne reste pas à dormir. Le banquier fait déjà travailler l'épargne. Et cette épargne, la plupart du temps, malgré tout, malheureusement, est investie au travers d'assurance vie dans... le déficit budgétaire des transferts sociaux. Budgétaire. Donc aujourd'hui, en plus, il est question à l'Assemblée nationale, toujours par les mêmes, au RN, je suis désolée, c'est pas que je veuille leur tomber dessus, mais sur ça... c'est déjà investi en dette étatique. Donc, si vous allez maintenant, parce qu'il est question de fiscaliser plus hautement les assurances-vie... Ce qui serait d'ailleurs un changement rétroactif. Les gens qui ont souscrit à ces assurances-vie l'ont fait avec la garantie qu'il n'y aurait pas d'impôt sur les successions. Si maintenant on en recolle une, c'est une trahison juridique. Oui, mais ça, ils le font très souvent. Le nombre de fois où tu souscris à des appartements à travers d'une loi de Robien et ainsi de suite, et on te enlève l'avantage fiscal. C'est pour ça que je dis, si on vous n'achetez jamais quelque chose, parce qu'il y a un avantage fiscal. Si c'était un bon placement, il n'y aurait pas besoin d'avantage fiscal. Donc, ce qu'il faut dire à la place de cette pauvre jeune femme qui m'inquiète beaucoup, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait plutôt que de faire ça, faire un fonds souverain où il y aurait des types qui auraient fait l'ENA, qui investiraient dans les trucs qui ont marché dans les 15 dernières années et qui vont certainement pas marcher dans les 15 prochaines. C'est à peu près ce qu'ils font tous. Je vous signale quand même quelque chose d'extraordinaire, ces fonds souverains en France, l'ENA et tout. Nous avons un excellent système d'enseignement supérieur en France, et les polytechniciens, les HEC, les ESSEC, les centraliens trouvent tous du boulot à l'extérieur. Il n'y a pas un énarque à l'extérieur. Il n'y en a pas un qui ait été embauché dans la tête d'une grande société, etc. Parce qu'ils n'ont aucune valeur ajoutée, la seule chose, c'est leur carnet d'adresse. Donc leur carnet d'adresse pour piller l'État mieux. Donc ce que veut faire cette personne, c'est aller vers faire plus de ce qui n'a pas marché depuis 50 ans. C'est ce que disait ce brave Einstein quand il disait faire la même chose en attendant des résultats différents, c'est une preuve de folie. Ça fait 50 ans qu'on a des gens qui nous expliquent qu'ils vont flécher l'épargne et qui nous ont mis dans des plans calcul, dans des trucs à la con, les PC chez Fabius. Il n'y a pas un truc... Je vous signale que le fléché, par exemple, ce brave Jospin a fermé, parce qu'il avait besoin des 3% des voix pour son élection présidentielle, qu'il a perdu d'ailleurs, il a fermé le Super Phoenix, qui était où on avait une avance extraordinaire sur le monde entier. Donc, faire flécher par des politiques, c'est être certain qu'on va investir dans les affaires qui perdent dans la circonscription du politique en question. Parce que c'est beaucoup plus important de gagner des élections que de faire la croissance. Donc, encore une fois, il faudrait laisser l'épargne à Toulouse, à Bordeaux, etc. et à la limite, réouvrir les marchés des actions là-bas. C'est-à-dire qu'on puisse lever de l'argent. Ce qu'il y a d'étonnant aux États-Unis et dans les pays qui ont une croissance, c'est l'extraordinaire créativité des fonds d'investissement à risque. C'est-à-dire qu'on lève du pognon, mais à ce moment-là, si vous avez eu le pot de financer Tesla ou etc., vous gagnez des dizaines de milliards de dollars. Vous n'allez pas en plus leur mettre des impôts parce qu'ils ont fait des profits trop tous. Donc, foutez la paix aux gens et gérez l'État et ne vous occupez pas d'économie. Alors, quand je vois cette personne s'occuper d'économie, à quel titre s'occupe-t-elle d'économie ? Qu'est-ce qu'elle a comme diplôme ? Pour reprendre pour condenser un peu ça, parce que comme je l'ai dit en annonce, a priori, Léonard va refaire une analyse structurée. Mais là, tu parles des principes qui amènent à... Oui, exactement, c'est bien pour ça. Et donc là, je voudrais faire la synthèse de ces principes. Dans les faits, dans la synthèse, je suis contente de constater que le Rassemblement national a essayé, en tout cas, d'apporter une baisse nette de la fiscalité de 15 milliards d'euros et de la dépense publique de 50 milliards d'euros. Ceci est un point positif. En revanche, là où je suis déçue, c'est d'avoir entendu et d'entendre Jordan Bardella parler du fait que les dividendes et
et tout ce qui était marché financier étaient des investissements non productifs. C'est extrêmement défaillant comme raisonnement de parler, encore une fois, de la structure du capital en bourse comme d'un investissement non productif. Encore une fois, qui sont-ils pour décider ce qui serait productif ou pas? Et bien évidemment que ce qui est en bourse, si tu veux, c'est quelque part donner une sorte de démagogie à cette pensée qui serait, tu sais ce que disait Madame Vizet, vous gagnez de l'argent en ne faisant rien. Voilà, moi, c'était mon objectif. Quel est mon objectif? Mais est-ce que pour toi, la bourse, Mais non, la bourse, c'est l'endroit où le capitalisme essaye de mesurer la rentabilité marginale du capital investi. C'est-à-dire que c'est la rentabilité marginale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous gagnez par exemple 10 et que si vous investissez, vous allez gagner 11. L'euro supplémentaire gagnera 11. Donc la rentabilité marginale du capital investi est en hausse. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'il y a une demande très forte et qu'il faut la suivre. Par contre, si la rentabilité marginale de l'euro suivant est de 9 et que le coût du capital est de 10, tu n'investis pas, quoi. C'est ce que mon histoire de la boulangerie, si tu veux. Il est vrai qu'on gagnait du 6 ou 7% dans les Pyrénées là-bas, ce qui était très bien, mais tu mettais une boulangerie de plus ou une machine de plus, tu gagnais 0 de plus parce que personne n'achetait plus de pain. Donc, ce qui compte, c'est pas on gagnait 6% en satisfaisant la demande de pain de la vallée, mais on en mettait une machine de plus, on gagnait 0. Donc c'était idiot de faire un investissement. Et on le savait parce qu'on était local. Pourquoi est-ce que tu crois que la perception des Français, et de Français qui a priori sont à l'Assemblée nationale et ainsi de suite, est si décevante entre eux? C'est-à-dire que quelque part, si tu regardes la structure, il voudrait dire il faut investir dans l'économie, par exemple pour acheter une crèmerie ou une cordonnerie, mais dès qu'il s'agirait de mettre de l'argent en bourse, ça deviendrait sale et quelque part spéculatif. Pourquoi Speculare en latin, si je peux me permettre, si mes souvenirs sont exacts, speculare, ça voulait dire réfléchir. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ne comprennent pas le processus de création de richesse. Ils pensent toujours que la richesse vient d'une intervention de l'État qui favorise la consommation. Mais avec ça, si tu veux, on a vu ça ne marche pas très bien en Union soviétique, ça n'a pas très bien marché au Zimbabwe, ça n'a jamais marché nulle part, ça ne marche pas en Algérie. L'Algérie, quand on est parti en 61, avait un niveau de vie très supérieur à Singapour. Aujourd'hui, Singapour a un niveau de vie très supérieur à la France. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la rentabilité marginale du capital investi. D'ailleurs, je les ai eus comme clients pendant longtemps, je les ai toujours d'ailleurs, les fonds de Singapour, là. Donc, si vous voulez, la réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas le processus de création de richesse et ils ne comprennent pas la prise de risque. C'est-à-dire que pour eux, il y a le capital d'un côté, qui sent des pieds, quoi, qui n'est pas bien net, hein. Le travail, sauf si c'est l'épargne populaire. Alors là, ça sent pas des pieds. Ça sent pas des pieds. Mais l'épargne populaire, et puis de l'autre côté, vous avez... C'est pour ça que je te dis, si c'est pour acheter une crèmerie, si c'est pour faire des petits trucs, c'est très très bien, et il faut l'inciter. Mais dès que ça devient quelque chose d'un petit peu... Dès que ça peut se transformer en Bernard Arnault, à ce moment-là, on essaye de le tuer. D'ailleurs, ils y arrivent très bien. Donc, vous avez le capital et le travail. Donc, la crèmerie, elle va embaucher 3 vendeurs, tout le monde comprend, c'est très bien. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'au milieu, il y a quelque chose qui s'appelle la prise de risque. C'est-à-dire que, je le répète encore une fois, 80% de la valeur dans un pays est créée par 20% des gens. Ces 20% des gens ont bénéficié de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'ont certains grands artistes aussi, du don de la création, du don divin de la création. C'est-à-dire que ils mettent A plus A, et ils n'ont pas 2 A, ils ont 3 A. Alors que les gars du Front National, ils mettent A plus A, ils ont 0, parce qu'ils ne prennent pas en compte la notion de risque. Et donc, ce qu'il faut, c'est rémunérer le risque. Or, il y a plein de gens qui essayent d'être dans les 20%, il y en a à peu près 7 sur 10 qui échouent. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs se pètent la gueule. Ils n'y arrivent pas. Et donc, il faudrait traiter avec infiniment de respect les deux ou trois qui réussissent à créer de la valeur à partir de rien, simplement en repérant quelque chose. Je vais te donner une idée. Tu as eu l'idée il y a à peu près 2 ans, mais les gens ont l'air d'être intéressés par leur épargne, on va créer l'université de l'épargne. Bon, apparemment, les gens sont contents de ce qu'on fait. Et en plus, on leur rend service. Et on gagne de l'argent avec ça, notre grande surprise, alors qu'on ne pensait pas gagner. Mais c'est exactement ça, l'acte créateur. C'est-à-dire que tu te lèves, tu te dis,
ils me posent plein de questions sur la bourse, la finance, comment gérer mon épargne. On va leur créer un truc pour leur apprendre comment ça marche. Et la base de tout ça, c'est que personne ne leur a jamais appris comment ça marche. Quand tu regardes le programme des écoles et de l'université en économie, c'est jamais orienté sur la création de valeur. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que pour laisser la liberté aux entrepreneurs d'entreprendre... Mais laisser la liberté partout, c'est la liberté qu'on a plus. Oui, c'est la liberté, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas pour autant, quand on dit ça, qu'on dit il faut que Bernard Arnault puisse faire n'importe quoi, et il faut que ça soit un système de poulailler, de renard dans le poulailler. Ça n'est pas du tout l'idée. Bien évidemment, il doit y avoir des lois qui encadrent, mais... encore une fois, il n'appartient pas au domaine politique d'intervenir là-dedans. Aujourd'hui, il y a deux choses qui doivent être dites. C'est effectivement, il faut baisser les dépenses somptuaires de l'État et il faut permettre aux entrepreneurs d'entreprendre. Et ça n'est pas, encore une fois, en taxant, comme ils veulent le faire, par exemple, tout ce qui est crypto. Parce qu'il est question maintenant d'aller chercher les bénéfices. Avant, tu sais, tant que tu n'avais pas descendu... Oui, c'est toujours pareil. Ils veulent aller chercher les bénéfices qui n'ont pas été encore faits. Mais ce qui va se passer, on le voit très bien dans le domaine des cryptos. La France a créé des tas d'activités que, par exemple, nous, en toute bonne foi, on aurait dû créer notre université de l'épargne à Dubaï. J'aurais pas eu à payer un demi-million d'impôts. Donc, on se dit, bon, c'est très bien tout ça, mais c'est complètement crétin. Ils pensent... L'idée de base, c'est que... Vous savez, c'est la vieille plaisanterie, c'est... le Sahara est nationalisé, et 2 ans après, il y a des pénuries de sable en Algérie, quoi. C'est... L'intervention de l'État crée la stérilité en créant la réglementation. La liberté, c'est ce que disait Solzhenitsyn, un pays où tout le monde est égal est un pays qui n'est pas libre, et un pays où tout le monde est libre est un pays qui n'est pas égal. Laissez les gens se développer là où ils ont des talents. Et vous, occupez-vous de gérer la sécurité, même pas la sécurité sociale, mais par exemple les retraites, laissez-les aux individus. Nous, ce qu'on essaye de faire à l'université de l'épargne, c'est leur dire, écoutez, si je regarde les statistiques, vous n'allez rien toucher de votre retraite, ou 30%. Donc, il faut que vous épargniez maintenant, il faut le gérer convenablement. Mais c'est pour ça que c'est une démarche citoyenne, c'est pas de... Je trouve particulièrement honteux, alors qu'aujourd'hui, on en a parlé, le système de retraite par répartition est ce qu'il est, et que les gens... on le sait depuis 20 ans. Et on le sait depuis 20 ans, et que les gens essayent de mettre 3 sous de côté, et nous, on a essayé de leur expliquer comment, quelque part, se créer une retraite par capitalisation tout seul, au travers des marchés, non pas en spéculant de façon honteuse. C'est en réfléchissant. C'est en plaçant. On a quand même le droit de se dire, tiens, on va acheter un peu d'or, on va acheter un peu... Pour faire 3 sous, et là, j'ai l'État qui arrive en disant, on va taxer ces horribles dividendes. Vous dites, mais enfin, est-ce que vous pouvez réfléchir un peu? Est-ce que les gens ont quand même le droit d'essayer de mettre 2-3 noisettes de côté et non pas de s'enrichir de façon honteuse et ainsi de suite. Mais de toute façon, les grands milliardaires, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils sortiront tout ce qu'ils vont arriver à faire, c'est de faire en sorte que Bernard Arnault sorte toutes ces noisettes du pays et qu'il n'y ait plus du tout ensuite Je vous signale que LVMH, les employés de LVMH ont un niveau de vie qui est à peu près le double de celui des Français de base. Donc il vaut mieux être employé de LVMH que d'être employé de la Sécurité sociale ou du Parti socialiste, où d'ailleurs ils ne respectent pas beaucoup de lois sociales. Donc encore une fois, on retrouve cette espèce de haine, il faut dire les choses telles qu'elles sont, du personnel politique pour la liberté. C'est-à-dire un individu libre, il se sent agressé. Parce que l'individu libre lui dit, comme on le dit en ce moment, vous êtes quand même des gros cons. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est des gros cons. Je dis qu'il y a certaines décisions qui sont des décisions très connes et que j'ai été très déçue, et du reste, les réseaux sociaux l'ont dit depuis 2 jours, d'entendre Jordan Bardella dans un entretien dire que quelque part les dividendes étaient du capital non productif, et enfin que la bourse était du capital non productif, et c'est idiot encore d'avoir un parti qui... Pourquoi les dépenses de l'État sont productives? Bon, je vous donne un exemple. On est en train de dire 68, on va arrêter l'accord de 68 avec l'Algérie. Bon, l'accord de 68 avec l'Algérie, l'une
des dispositions, c'est que si un Algérien vient en France, à ce moment-là, il a immédiatement droit au RSA. Bah, s'il a les conditions, c'est-à-dire plus de 25 ans... RSA. Bon, mais pourquoi ? Oui, mais bien sûr. Donc ça, c'est une décision qui a été prise par les politiques. Et ça, c'est pas du gaspillage ? Mais ça, si tu veux, ça remonte... J'ai rien contre les Algériens, mais il n'y a aucune raison qu'ils aient le RSA. Non, mais un Algérien, un subsaharien... Non, mais il n'y a que les Algériens qui ont ça. Ah, il n'y a que les Algériens qui ont ça. Il n'y a que les Algériens qui ont ça. Donc c'est une espèce de pompe aspirante des Algériens en France. Parce qu'en Algérie, ils ne touchent pas le RSA. Ils arrivent en France, ils touchent le RSA sans rien foutre. Alors évidemment qu'ils viennent en France. Et ensuite, donc pourquoi y a-t-il eu un homme politique, je ne sais pas lequel, c'était en 68, De Gaulle était encore là, qui a décidé que dès qu'un Algérien venait en France, il avait droit à tous les avantages sociaux des Français. Soit Giscard. Non, 68, c'était encore De Gaulle, il est parti en 69. Qui était le Premier ministre, ça devait être Pompidou à l'époque. Je ne sais pas, non, il était déjà parti, c'était peut-être Mesmer. Je sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut trouver aujourd'hui, c'est arrêter d'aller embêter les hommes d'affaires quand ils investissent ou quand ils touchent des dividendes, c'est leur boulot. Et faites votre boulot. Mais le RSA n'était pas encore créé parce qu'il a été créé. Non, mais le RMI, il a été créé plus tard que 68. Tard, mais ils avaient droit. Je sais pas. Alors c'est un gars qui a fait un avenant quand on a créé le RMI. Parce que le RMI, tu te souviens, j'en ai parlé il y a 3 jours. Il a été créé à post 80. Alors ça va être les socialistes. Alors à l'époque, je me souviens parce que c'était après Bourdieu. Donc on est après cette période-là. Donc en tout cas, il y a quelqu'un dans la structure politique française qui a décidé qu'un Algérien avait des droits. C'est-à-dire, ils ont dû faire ces accords franco-algériens à l'époque de Pompidou, et ensuite dedans, quand ils ont fait le RSA, ils ont collé une provision en disant, au fait, ils auront droit aussi à ça. Ça, c'était sans doute les socialistes en 80. Et ça devait être les socialistes, parce que le RSA RMI, c'est arrivé plus tard. Dans l'espoir d'attirer tous les Algériens qui ensuite voteraient socialistes. C'était la grande thèse de la... Tu te souviens, c'est ce que je t'ai dit, quand le RSA avait été créé, ça a touché 400 000 personnes, et aujourd'hui, ça touche plus de 4 millions de personnes. Donc on a fait un appel... Donc probablement peut-être 3 millions d'Algériens, pour ce que j'en sais. Ça encore une fois, on n'a pas les statistiques ethniques, et c'est le genre de choses sur lesquelles il y a une opacité. Une omerta. Donc, encore une fois, vous avez la création de valeur... Et le rôle du gouvernement, c'est créer un système juridique stable pour que la création de valeur puisse se placer à l'optimum. C'est pas d'intervenir sans arrêt pour avoir un impact sur la création de valeur. Vous en êtes congénitalement incapable. Si vous étiez capable d'être entrepreneur, vous ne seriez pas politique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que l'entrepreneur, par définition, c'est une tête de l'art. Il dit non, j'en ai rien à foutre, je vais faire mon truc, je vais risquer ma vie, je vais risquer mon épargne, parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc, surtout, vous ne demandez pas à des gens qui ont horreur du risque, comme les hommes politiques ou les fonctionnaires, de juger et de passer des jugements et des lois sur ceux qui aiment prendre des risques. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous entendez dans un discours politique quelqu'un qui vous dit « on va flécher l'épargne » ou vous partez en courant. Vous leur tapez dessus à bras raccourcis jusqu'à ce qu'ils comprennent. Non, il faut qu'ils leur tapent dessus à bras raccourcis jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais la seule façon de taper sur un homme politique, c'est ce que disait encore une fois Friedman, je m'excuse, il disait « les hommes politiques ne changent jamais. Ce qu'il faut, c'est changer les hommes politiques. Vous ne votez plus pour eux. » Oui, Dès qu'un type dit ça, vous dites c'est fini, je ne voterai jamais pour ce gars-là. Pour moi, Bardella vient de dire Charles Gave ne votera jamais pour Bardella. Voilà, c'est malin. C'est ce que la jeune génération appelle des red flags. C'est des drapeaux rouges. C'est-à-dire, quand, tu sais, chez les jeunes, on dit on fait des dates, il y a des red flags. Et dans les red flags, ça, si quelqu'un me dit nous allons flécher la création de valeur, nous allons flécher l'économie, je dis énorme red flag, énorme red flag, énorme red flag. Voilà. Je pars dans l'autre sens direct. Je pars dans l'autre sens. Et ce qu'il y a d'étonnant en France, c'est qu'il y avait quelques personnes. Encore une fois, le seul qui est à peu près raisonnable dans tout ce qu'il dit, c'est Lisna Arakan. C'est à peu près le seul qui a l'air de comprendre quelque chose à l'économie. Il y en a un. Donc, moi, je ne sais pas s'il va se présenter, mais en tout cas, s'il va se présenter, je voterai pour lui, parce que au moins... C'est le seul, si tu veux, qui ait une réflexion globale sur les libertés, parce que j'en entends d'autres qui parlent de faire des coupes dans les dépenses et ainsi de suite, mais encore une fois, c'est pas parce que vous dites, c'est pas parce que vous avez une approche comptable de coupe dans les dépenses que vous avez une vision libérale de l'économie. Ce sont quand même deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Et une approche comptable, une libérale ne fait pas. Non, un libéral ne fait pas. Et en plus... Je veux dire, il y a la volonté populaire. Prenez l'exemple du Danemark ou de la Suède. Les
dépenses de l'État en pourcentage du PIB sont élevées. Mais elles sont complètement voulues par la population et contrôlées par la population. C'est-à-dire qu'il y a des tickets d'éducation, etc. Donc, tu sais que là, pardon de te couper, mais on passe à 56,8 en pourcentage de dépenses de l'État avec les avec le nouveau budget. Là. C'est-à-dire que ça monte encore. Donc ça veut dire que la marge brute d'autofinancement des entreprises, dont je vais vous en parler, c'est ce qui reste dans la caisse une fois que tout a été payé. La France est le seul pays au monde où la marge brute d'autofinancement des entreprises baisse depuis 40 ans. Structurellement, c'est-à-dire que le personnel politique cherche à pénaliser le système de production privée parce qu'il trouve qu'il n'est pas juste ou j'en sais rien. Donc, nous sommes dans un pays communiste. Et de voir le Rassemblement national, le Front national, il n'aurait pas fait cette connerie d'ailleurs, parce que le père Le Pen, il était intelligent. Et donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui leur donne le droit de penser qu'ils ont la moindre capacité ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce qui leur donne le droit ? Alors, eux vont te dire que, étant donné qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, ils ont le droit du peuple, quelque part. Oui, mais bouge pas, le droit, c'est très bien, mais il y a la Constitution qui interdit à la majorité de prendre des décisions imbéciles. Dans la Constitution, le droit de propriété est un droit constitutionnel. Vous n'avez pas le droit de me prendre. Même si, c'est ce que disait Bastiat, si un groupe se met en forme et décide de voler l'argent des autres, c'est pas parce qu'ils sont mis en groupe et qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée que ça ne sera pas un vol. Un vol reste un vol. Alors moi, mon analyse, c'est que comme on a une assemblée qui est terriblement à gauche, quand même, composée de crétins, ils sont obligés de composer dans une certaine mesure. Mais ça n'est pas une raison pour dire des âneries, comme il a dit chez Darius Rochebain, de dire que c'est du patrimoine improductif. Si tu veux, il y a quelque chose entre les deux. Mais en plus, qui décide qu'il est productif ou improductif, c'est pas... Donc, c'est très important, mais quand tu regardes la composition de l'Assemblée, dans les partis de gauche en particulier, il y a 80% de fonctionnaires. C'est-à-dire la première des mesures qu'il faudrait prendre pour empêcher ce genre de truc. Quand le fonctionnaire s'autorise à vous dire comment vous devriez intégrer votre argent, l'autre passe ses droits. Donc, ce qu'il faut, c'est dire aux fonctionnaires... vous avez le droit d'être élu en tant que fonctionnaire, mais à ce moment-là, vous donnez votre démission de la fonction publique pour toujours. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois être de celui qui régule et celui qui donne des ordres. La fonction publique, elle prend des décisions, mais elle n'a pas à voler le capital de ceux qui ont pris le risque d'en créer. Donc moi, c'est ça qui me tue, c'est qu'est-ce qui leur donne, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie pour se croire autorisé à décider de la façon dont je vais investir mon argent, moi, qu'il ait gagné durement. Qu'est-ce qui leur donne le droit ? Alors, indépendamment de ça, c'est que aussi, ils devraient se rendre compte qu'ils n'ont pas les capacités de le faire fructifier. Donc, indépendamment de la structure, de dire, mais enfin, tu es quand même bien vaniteux à ton âge, 32 ans, sous prétexte que tu as fait l'ESSEC ou le CP ou HEC, de penser que tu pourrais régir un pays. Il faudrait quand même avoir le poids aussi Mais surtout, le vrai problème, c'est le suivant. Le fatum. Le fatum, mais le vrai problème, c'est le suivant, c'est qu'il dit, on va mettre l'argent là. Très bien, on va mettre l'argent là. Mais qu'est-ce qui se passe si ça échoue ? Dans le capitalisme, tu es un entrepreneur, tu mets ton pognon là où tu penses qu'il y a de le truc. Tu le perds. Il y a une sanction. Là, monsieur, comment il s'appelle, Tanguy ou je sais pas quoi, ou Bardella, décide de le mettre dans la culture des navets. On prend une immense claque sur la culture des navets, comme on a fait par exemple sur les éoliennes ou sur des trucs comme ça. Il n'y a aucune sanction. Encore une fois, les 20 milliards qui ont été perdus sur EDF, qui était un bien national français qui appartenait à tous les Français, personne n'a été puni. Donc, ces gars-là vont prendre mon capital, vont faire n'importe quoi avec, et ensuite, ça va être un grand désastre, et il n'y a pas de sanction. La beauté du capitalisme, qu'on le veuille ou non, c'est que le profit est la contrepartie du risque pris, c'est-à-dire que si tu t'es trompé, t'es ruiné.
Eux, il ne leur arrive rien. C'est ce qui se passe dans une action. Quand tu joues en bourse, malgré tout, quand tu achètes une action... Tu peux voter avec tes pieds si tu n'aimes pas ce que le président fait. Tu peux perdre. Et puis tu peux vendre. Oui, tu peux vendre. Il y a une liquidité, mais je veux dire, tu peux perdre aussi. C'est pour ça que quand tu gagnes, c'est parce que quelque part, et ceux qui ont l'habitude de Bitcoin se rendent compte, il y a une volatilité immense. Quelque part, le stress que vous vivez, c'est aussi une rémunération. Enfin, je veux dire, la rémunération, c'est celle de votre stress aussi. Donc, tout ça, encore une fois, dans les statistiques démographiques, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais il y a une vingtaine d'années, c'était vrai, celui qui mourait le premier, c'était l'entrepreneur. Parce qu'il vit dans l'angoisse tout le temps. Donc, encore une fois, mais... c'est comme si j'ose dire, quelqu'un qui a appris à faire... vous savez, les petits-enfants, on leur fait faire des dessins quand ils sont au jardin d'enfants. Et qu'on disait, donc, vous allez faire des dessins là, et ça vaudra autant que le taureau de Picasso qu'il a fait là. Mais non, vous n'êtes pas de Picasso. Vous êtes des gros nuls. Et si vous voulez vous essayer à ce jeu-là, faites-le avec votre argent et pas avec le mien. J'ai envie de parler de la trahison des clercs. Oui. Mais c'est-à-dire que, quelque part, tu peux être un très bon homme de middle management, mais... Et pas être un entrepreneur. Et pas être un entrepreneur, et c'est pas grave. Mais il faut juste pas que le middle management se prenne pour De Gaulle, c'est tout. C'est un peu tout ce qui est dit, là. Et laisser les De Gaulle être de l'entreprise, être des De Gaulle de l'entreprise, et vous... Il n'y avait pas de déficit budgétaire chez De Gaulle. Non, bien sûr. Et pourtant, on faisait des investissements monstrueux en infrastructure, comme justement la force de frappe. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'autre dont ils font parler. C'est que très souvent, les gens disent oui, mais c'est normal que l'État investisse parce que vous comprenez. L'État, les investissements d'État maintenant sont même pas à 3%. Ça ne cesse de baisser dans l'infrastructure. Donc, ils font des investissements dans ce qu'ils appellent les humains, tu sais. Mais regardez, l'école s'écroule. Donc, ils vont donner de l'argent, je ne sais pas à qui, pour faire je ne sais quel... Donc, on fait des études savantes et le niveau de vie des Français s'écroule. Donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qui vous donne le droit de voler mon argent que j'ai investi avec prudence depuis 30 ou 40 ans? Qu'est-ce qui vous donne ce droit? Parce que vous n'avez jamais rien créé. Donc, on va passer maintenant à une réflexion sur la notion de réserve de valeur, mais ce que je voulais dire un petit peu pour... Les deux se touchent pour conclure un petit peu cette partie plus réaliste autour de la France, c'est que il est certain que normalement, si les choses continuent, le RN va arriver au pouvoir. On lui souhaite quelque part, puisque de toute façon... Avec les mêmes idées que les autres. Mais si c'est pour arriver avec les mêmes idées que les autres, et si c'est pour taper sur les marchés, si c'est pour taper sur les entrepreneurs et ainsi de suite... Punir la prise de risque. Je vais vous dire, ça va mal se passer. Tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver avec le mistigris de la dette, parce que la minute où ils vont arriver, vous pouvez vous attendre à ce que les marchés, qui sont quand même tenus par une certaine intelligentsia, se rebiffent, parce que le RN reste un parti qui te sent dessous les bras, de par sa structure. Ils ne font pas partie de la nomenclature. Ils se retrouveront avec le mistigris, et on dira à ce moment-là, ah, vous voyez, le RN est nul. Et si par ailleurs... ils professent ce genre d'idées, moi je ne vais pas aller en première ligne pour les sauver, hein. Ils tomberont avec les autres. Non, parce que si vous voulez, moi je me retrouve avec j'ai essayé de... Comme vous le savez, j'ai essayé d'aider des gens historiquement, et chaque fois il fallait prendre une décision, ils prenaient des décisions qui étaient complètement... Ils me disaient toujours, tu as raison, et quand ils prenaient la décision, ils prenaient la décision inverse, parce que, n'est-ce pas, les élections arrivaient, qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre un risque électoral. Donc pour moi, ce qui s'est passé en Argentine est extrêmement intéressant, c'est que Milei a suivi une politique qui était violemment contestée par tous ceux qui touchent des subventions à ne rien branler. Et il a gagné. Donc ça alors, deux choses. Un, Milei a pu faire ça parce que tout le système avait été mis en défaut, ce qui n'est pas encore le cas en France, malgré tout. On a encore des sous. On a encore des sous et on arrive
Et on arrive à... En revanche, ce que je veux dire là, avec la discussion sur ce budget, c'est qu'on se rend bien compte qu'ils sont en train de tirer à vue pour essayer d'avoir des regatons, ceux qu'on vous avait annoncés depuis longtemps. C'est-à-dire, ils sont obligés d'aller soulever les tapis, de regarder, de prendre sur, et vas-y que je te prends une taxe sur les yachts, et vas-y que je te prends 5% de TVA ici, sur la restauration rapide, et que je te... Bon, on va voir ce que le Sénat en fait, mais c'est-à-dire, on sent vraiment que c'est des économies de bout de chandelle qui sont mis bout à bout. Et je me dis, au fur et à mesure qu'on va négocier des budgets, arrivera 2027 et ainsi de suite, il y a un moment où on se dit, il suffit qu'on se prenne une hausse des taux ou quelque chose. Là, en plus, avec une pyramide des âges sur les retraites, moi je me dis, il y a des moments où ça va plus passer. Et tu as annoncé une crise obligataire potentiellement pour 2029, mais peut-être que ça sera avant. Et en tout cas... Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et il peut tout à fait se passer que là, avec une remise en cause un petit peu institutionnelle, moi je me dis, là, ce budget, on va voir ce qu'ils en font au Sénat encore une fois. Mais moi, j'ai été... Mais c'est pas difficile. On a regardé le budget, les dépenses de l'État, 2024-2025, il n'y a pas eu un centime d'économie. Et les impôts ont augmenté quelque chose comme 40 milliards. Donc, vous voyez qu'encore une fois, on a augmenté les impôts à la place de faire baisser les dépenses improductives de l'État. Donc, et encore là aussi, il y a une hausse. Il y a une hausse de 35 milliards, 35 je crois. milliards, il n'y aura aucune... Donc, quand aucune on parle baisse. des dépenses improductives, ou comment ils appellent ça, je ne sais plus quoi, les spéculatives, ou je ne sais pas quoi, la première des choses, c'est qu'il faudrait cesser toutes les dépenses improductives de l'État. Elles ne sont pas difficiles à repérer, celles-là. Hein. Donc, plutôt que de vous occuper des dépenses improductives de ceux qui ont du capital, occupez-vous des dépenses improductives qui sont faites avec l'argent de nos petits-enfants que vous empruntez. Parce que ça, c'est un vrai crime. Par ailleurs, il va quand même falloir regarder l'éléphant au milieu du salon, qui est la gigantesque question de la pyramide des âges des retraites. Ben évidemment, mais c'est pas jouable. Et c'est pas jouable. Donc, on peut tiptoe sur les actionnaires, ils sont très méchants et tout, cherchant, se faisant, encore une fois, des boucs émissaires. Mais la vraie question, c'est celle-là. Mais la plupart des gens qui travaillent dans des sociétés qui sont cotées en bourse ont accès à des systèmes de retraite qui sont capitalisés, avec l'Argir, l'Arco, etc. Et ils n'ont pas de problème de retraite. Hein. Les retraites, pour l'instant, c'est uniquement sur le secteur public. Hein. Bien sûr. À chaque fois que je parle des retraites, c'est comme quand Charles parle des obligations. Entendez les retraites du public. Hein. C'est eux qui sont en déficit. Moi, en tant qu'avocat, j'étais à Gicarco, donc moi, je connais ma caisse, tout se passe bien. Aucun problème. Donc, c'est ça le problème. Alors, on arrive maintenant à une deuxième partie où on va essayer de vous expliquer un certain nombre de choses. Une monnaie, ça a 3 caractéristiques. Hein. Ça doit être un outil de transaction, c'est-à-dire que vous payez 3 francs pour votre baguette, vous donnez 3 francs et vous offrez une baguette, c'est 1,60 €, je crois, la baguette, mais enfin, quelque chose comme ça. Un outil de transaction, c'est aussi un échantillon, c'est un instrument d'échange. Un instrument d'échange, c'est le premier. Le deuxième, c'est un étalon de valeur. Un étalon de valeur. Vous voyez, bon, c'est tout le monde. Vous pouvez comparer la baguette avec le croissant en utilisant le prix. Donc et le troisième, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire ce que vous mettez Et les pays qui sont gérés comme la France, leur monnaie n'est plus une réserve de valeur. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Ben, c'est la même chose pour l'Allemagne, mais regardez. Vous voyez, vous avez le premier graphique qui s'appelle réserve de valeur en termes réels. Hein. Bon. Alors, vous voyez, là, vous avez 3 courbes. Vous avez donc l'obligation allemande, qui est en vert, mettons l'euro, l'obligation dominante en euros, qui est en vert, l'obligation américaine qui est en rouge et l'obligation chinoise qui est en noir. Donc encore une fois, quand on parle des obligations... C'est le 10 ans. C'est le 10 ans, c'est les OAT, c'est les obligations d'État. D'État, le Bund, les obligations. Bon. Vous voyez que de 1900... ça commence en 2010, 2009, 2010, après la grande crise financière, à peu près 2014, ça dure 4 ans, ils font la même chose. C'est tout mis dans la même monnaie, j'ai tout mis en dollars et tout déflaté par l'indice des prix de dollars. Donc ça vous donne le pouvoir d'achat de votre obligation en dollars. Vous achetez des produits en dollars ou des actifs en dollars. Donc vous voyez, vous pouvez commencer à 100 et tout le monde est à peu près aux alentours de 115 vers 2014. Mais qu'est-ce qui se passe en 2012 2013, il y a la crise européenne. M. Draghi
détruit le Bund, tu te souviens, on en a souvent parlé ici. Whatever it takes. Et il fallait sauver le soldat euro. Et donc, avec 2 ans de retard, comme toujours, tu vois que d'un seul coup, l'obligation allemande commence à se viander par rapport aux 2 autres. Donc, j'assimile ça à la montée du Tourmalet en cyclisme. Tu sais, tu vois, il y a les 3 champions qui sont là. Puis d'un seul coup, il y en a 2 qui continuent et puis le 3e, il commence à prendre... il perd 10 mètres tous les 20 mètres. Quoi. Tu vois, je veux dire, c'est d'un seul coup, ça. Bon, tu vois, l'obligation allemande commence à devenir douteuse. Puis arrive le Covid... Oui. Ça commence. Et puis là, les Américains et les Européens font n'importe quoi pendant le Covid. Les Chinois font pas n'importe quoi. Donc, ils n'ont pas monétisé Ils n'ont pas monétisé crise. comme des gorées. Donc, tu vois, le Covid se perd de la gueule. Et arrive le dernier truc, c'est la guerre Ukraine. Ah ouais. Et à ce moment-là, les États-Unis et l'Europe se mettent dans la guerre. Donc, leur monnaie se pète la gueule de façon extraordinaire, tandis que la monnaie chinoise monte. C'est incroyable de se rendre compte que, alors qu'on a commencé en étant vraiment imbriqués, avec relativement les mêmes rendements, combien aujourd'hui ils divergent. C'est-à-dire, je ne veux pas dire du mal des gens terrestres, mais enfin, moi ce que j'ai dit à partir de 2017, c'est qu'il ne fallait plus avoir que des obligations chinoises. Hein. Ni obligations américaines, ni obligations, et pour l'instant, les gens m'ont fait beaucoup de reproches à ce propos, mais on a très bien gagné notre vie avec les obligations chinoises, alors qu'on a perdu tout ce qu'on voulait sur les 2 autres. Donc ça veut dire que ce qu'est en train de dire aujourd'hui le marché, pour lequel j'ai le plus profond respect, parce que les gens votent avec leur pognon, hein, pas avec le pognon des autres, comme dans l'Assemblée nationale, c'est que l'obligation allemande et l'obligation américaine ne sont plus des réserves de valeur. Bon, c'est évident. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qui a besoin d'avoir des réserves de valeur ? Tous les gens qui ont un peu de pognon. Et en principe, ceux chez qui c'est institutionnalisé, c'est les banques centrales. Oui. Parce qu'elles ont besoin de réserves de valeur au cas où il y aurait un pet sur leur monnaie, une crise. C'est pour ça que la plupart du temps, on garde de l'or, sauf quand tu es Monsieur Sarkozy et que tu décides de le vendre à un moment où il était le plus bas. Oui, mais ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça très bien. Prends le mien. Il l'a vendu, je crois, au pire... À 300. Ah oui. Il vaut 4000 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc on a quand même là aussi eu une superbe opération sur l'or. Hein. Alors maintenant, vous êtes une banque centrale d'un pays d'Asie. Parce que c'est là qu'est l'épargne du monde. Donc s'il y a des pays qui ont trop d'épargne, c'est pas la France, hein, puisqu'on a des déficits des comptes courants, c'est Singapour, c'est Taïwan. Si, pour Madame Rochagneux, on a déjà trop d'épargne. Oui, faut la flécher. Faut la flécher. Mais la pauvre dame. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on a dû lui dire prend de un dire pays ça. qui a trop d'épargne. Il a, donc, quand ça commence vraiment à péter aux alentours de 2018-2020, par là, il a le choix entre 2 portefeuilles pour avoir les réserves de change du pays, comment il doit les conserver. Ce qui avait marché depuis 1960 à peu près, c'était tu mettais 60% en obligations à 10 ans américaines et 40% en obligations allemandes. Parce qu'avec les obligations américaines, tu pouvais acheter ton pétrole, et avec les obligations allemandes, tu pouvais acheter des voitures et des machines-outils. Donc c'est comme ça que tu te débrouillais. Donc tu vois, ça c'est le portefeuille rouge. C'est le portefeuille classique, celui qu'a toutes les banques centrales américaines, hein, toutes les banques centrales du monde quasiment. Puis moi, j'ai un certain nombre de clients qui sont des banques centrales d'ailleurs. Et je leur ai dit, ça va pas du tout ce portefeuille, il va se ramasser une énorme gamelle. Vous devriez vous mettre 70% en obligations chinoises et 30% en or. Parce que ça tiendra la route, parce que bon... Et vous voyez que depuis, donc... le moment 2015, mais en fait c'est le moment où ça a vraiment divergé, c'est le début de 2020, le Covid. Vous êtes passé de 100 à 140 quasiment sur mon portefeuille, que j'appelle le portefeuille de Valérie Pieris, et les autres ils sont passés à 76, c'est-à-dire tu as quasiment, l'un est monté de 3% par an en termes réels, le noir, l'autre a baissé de 3% par an en termes réels, le rouge. Bon. Sachant que quand vous allez me dire, parce qu'il y a des petits malins qui vont arriver, qui vont me dire oui, mais si je les avais mis au Nasdaq et que j'avais acheté du Nvidia. Voilà. Là, on vous parle de ce que font les banques centrales. Les banques centrales, elles achètent des obligations, sauf la Banque centrale suisse qui a décidé d'acheter de l'or
et des actions américaines, ce qui était beaucoup plus intelligent encore. Mais ça, la plupart des banques centrales ne peuvent pas le faire. On n'a pas le droit. Bon. Enfin, elles se sont données, elles se sont interdites de le faire. Oui, parce que Charles vous dira, il vous a déjà expliqué, la plupart du temps, dans les conseils d'administration de banques centrales ou de grands groupes, de grands fonds d'assurance, de réassurance, il y a des règles qui font que quand vous achetez une action du privé, Nvidia, vous devez provisionner en face. Alors que quand vous achetez une obligation d'État, la plupart du temps... Une obligation grecque, 0% de provision. Nestlé, il fallait mettre 60% de provision. Voilà, et les banques centrales doivent avoir peu ou prou le même genre de... Sauf les Suisses qui sont... Qui ont décidé de s'affranchir de toute règle, mais kudos to them. Mais la plupart du temps... Ils sont très très malins. Les banquiers suisses... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est maintenant, vous réfléchissez. Vous vous dites... Il y a une épargne excédentaire monstrueuse qui est en Asie, on en a souvent parlé. Valérie Pieris. Le Valérie Pieris, qui doit être investi. Donc dans le temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient le portefeuille rouge. Mais, bien sûr. Oui, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui, bon, et puis Bretton Woods. Ils finançaient nos déficits budgétaires. Et le déficit budgétaire américain, et ça, c'est une vraie question. Et le déficit budgétaire allemand, et donc le déficit budgétaire français, puisque tout ça, c'est un... Donc, quelque part, c'est eux qui nous ont permis d'avoir des taux bas. Mais maintenant, ils vont avoir besoin de leur pognon pour développer leur région. C'est la thèse. Et est-ce que tu crois qu'ils vont mettre leur pognon dans la ligne rouge ou dans la ligne noire, ce qu'ils ont lu en excédent? C'est les gars qui sont, je sais pas, à la Banque centrale de Singapour, qui sont un peu mes clients aussi, ils vont se dire, on avait deux portefeuilles, on avait le noir et le rouge. Vous savez quoi, on va pas rajouter au rouge, on va rajouter au noir, quoi. Et donc, ça veut dire que, comme nos monnaies ne sont plus des réserves de valeur, les gens vont plus financer nos déficits budgétaires, non? Et donc, il va falloir que les taux d'intérêt montent à un niveau... Oui, on soit suffisamment attractif pour récolter du pognon, parce que c'est toujours pareil, t'es obligé d'augmenter, t'es obligé de mettre plus de rouge à lèvres, de faire un meilleur brushing, de raccourcir ta jupe. Oui. Alors que quand t'as une grande beauté, il suffit que tu sortes en jean et que t'as 18 ans, alors qu'ensuite t'es obligé de raccourcir la jupe, mettre du mascara. Ça devient plus difficile, il y a moins de chalons. Je crois qu'il va falloir raccourcir la jupe. Il va vraiment falloir raccourcir la jupe, là. Ça va être... C'est compliqué pour tout le monde. Ça va être compliqué pour tout le monde. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'on a devant nous maintenant, et c'est évident, c'est une énorme hausse des taux d'intérêt réels pour la ligne rouge. Et je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Je ne sais pas quand elle va commencer. Elle a peut-être commencé d'ailleurs, parce que la gamelle, c'est peut-être ça. Hein. La ligne rouge, c'est peut-être la première gamelle. Mais ça va continuer. Et là, il me semble que l'OAT français a 10 ans en réserve de change, et le premier à sortir de la tranchée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est parmi les plus vulnérables. Donc, encore une fois, si tu lis LIE, pas LIE, oui, bien sûr. Si tu lis les délires au Parlement français et la notion de réserve de valeur, tu te dis que c'est la ligne rouge qui va nous tuer. C'est la hausse des taux d'intérêt qui va faire qu'on ne pourra plus servir la dette, quoi. Aujourd'hui, on est à 70 milliards, je crois. Si les taux d'intérêt passent, je sais pas, de 3 à 4 ou 5, on sera à 120 ou 130 milliards, et là, on saute, ça passe plus. Donc, c'est une vieille blague financière, c'est qui a vécu par la dette mourra dans la dèche. Je crois que ce que j'essaie de dire, c'est ça. On n'est plus une réserve de valeur. Non. La monnaie française, les obligations d'État français ne sont plus des réserves de valeur. Et ça a des implications économiques et financières, cette simple réalité gigantesque. On n'est plus une réserve de valeur, et à l'inverse de l'Italie ou du Portugal en son temps, on fait vraiment tout sur le territoire pour que les gens qui ont du bien et du capital se cassent ailleurs,
parce que on n'en parle pas, mais l'Italie a récupéré dans toute la région de Milan et des Grands Lacs énormément de fonds parce qu'ils ont fait des dispositions fiscales qui font que l'impatriation dans les premières années permet Je crois qu'en Italie, si vous avez une grosse fortune, vous négociez avec le fisc italien, vous leur donnez 200 000 € et puis ils vous posent plus de questions. Et à ce moment-là, vous pouvez vivre là, vivre dans la région des lacs. C'est pas l'enfer, hein, c'est un des endroits les plus beaux du monde. Donc nous, on fait tout pour repousser ceux qui ont... et ce que j'ai dit aux gens, en France, c'est si vous devez rester investi en France, grâce à Dieu, vous avez des sociétés françaises comme Schneider, Air Liquide, etc., qui, eux, restent des réserves de valeur. Elles seront volatiles, mais ça vaudra toujours quelque chose, tandis que l'obligation française, ça ne vaudra plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'Université de l'Épargne, dont on parle un peu ici, bien que ce ne soit pas le lieu, mais ce qu'on fait à l'Université de l'Épargne, c'est d'essayer de dire aux gens quelles sont les réserves de valeur dans lesquelles ils peuvent investir aujourd'hui, qui devraient s'empoisser. Et c'est pour ça que je suis aussi fâchée contre le Rassemblement national de dire, de vouloir taxer tout ce qui est dividende et d'aller... d'être reçu dans la cour du château, parler comme les autres. Mais non, vous devez parler différemment. Et arrêter d'instiller cette idée que les marchés seraient un lieu de corruption, un lieu où on ferait de l'argent facile et ainsi de suite, dans une époque où, encore une fois, nos retraites par répartition, on le sait, ne vont pas être payées. Laissez les gens acquérir un peu de liberté par une forme de capitalisation que leur permet un accès au marché qui n'est pas une spoliation, qui est simplement une façon de conserver un patrimoine inflation au réel. Ben voilà, c'est tout ce qu'on essaie de faire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les discussions qui se passent au Parlement français ne prennent absolument pas en cause en fonction l'écroulement des obligations européennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un Allemand, de 1960 à peu près 2020, l'obligation allemande, c'était... pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ce qu'il y avait de mieux. Quand on ne savait pas quoi faire, on achetait une obligation allemande et puis tu te disais que ce qui peut m'arriver sur un Bund. Et effectivement, qu'est-ce qui pouvait t'arriver sur un Bund ? Grâce à M. Draghi, qui a foutu en l'air le marché obligataire allemand, maintenant les Allemands, ils ont des problèmes énormes de retraite. Mais du coup, nous aussi, on en a, parce que... non, mais attends, je voudrais parler d'un truc, parce que tu parlais du niveau des députés, mais j'en ai aussi pour LFI. Ils sont quand même absolument formidables. J'ai vu tout le week-end M. Mélenchon partir ça et là en disant, vous vous rendez compte, on va interdire les découvertes bancaires. Tous les députés, c'est une transposition d'une directive européenne. Tous les députés de gauche du groupe de LFI, PS et ainsi de suite ont voté cette directive quand elle a été placée à l'Europe. Ils viennent ensuite devant leurs électeurs dire c'est un scandale alors qu'ils l'ont voté. Alors, quelle est la loi en question, la directive en question, qui a été retranscrite ? C'est de dire il n'y aura plus de découvert automatique, mais maintenant, parce qu'il y a eu des pratiques un peu abusives et que en réalité, les salaires étant tellement bas en France, certaines personnes, par ce procédé automatique, se retrouvent, malgré elles, en situation d'hyper-endettement. Bien sûr. Donc, cette directive européenne a été passée à tort ou à raison. Moi, je n'étais pas là pour la voter. Je dis juste que venez pas vous plaindre ensuite devant vos électeurs d'une situation que vous avez vous-même créée. C'est la même chose qui s'était passé pour Sarkozy, qu'on a mis en tôle alors qu'il n'était pas, il avait pas passé en appel. Aussi, ça avait été voté au Parlement. Bien sûr, ça a été voté au Parlement. Et la seule personne que j'ai vue le relever, c'était Charles de Courson qui a dit, écoutez, moi je veux bien, mais c'est passé au Parlement. Donc ne venez pas dire ensuite, c'est incroyable, ainsi de suite. Faites vos classes. Dites-vous, j'aurais pas voté pour ça. Bon, là... Ils ont tous voté pour ça. Ils ont tous voté en disant, oui, c'est formidable. Là. Tu te dis, mais vous réfléchissez pas sur le temps long, vous réfléchissez pas aux conséquences de vos actes. Donc là, on vous propose un truc qui va faire en sorte qu'effectivement, il n'y aura plus véritablement... Donc, ce qui va se passer désormais quand tu vas avoir un découvert bancaire, c'est que ton banquier va regarder en disant, oui ou non, j'accorde la ligne de crédit. Ça va maintenant être des lignes de crédit accordées comme un crédit à la consommation. Et il va anticiper parce que j'imagine, il y a des gens qui font un peu de la cavalerie avec leur salaire. Bien sûr. Et alors là, tu as dit une phrase qui n'est pas tout à fait juste, parce que les salaires en France sont très bas. Les salaires que touche l'employé français est très bas, mais le salaire que paye l'employeur est le double. Ah, je sais, je fais des fiches de paye. Bien sûr. Et donc, encore une fois,
Le scandale, c'est pas que le salaire soit bas, c'est pourquoi l'État te pique-t-il 50% de son salaire pour transférer ça à des gens qui arrivent d'Algérie et qui ont droit au RSA. C'est-à-dire qu'au début, on avait une marge de prestation sociale qui était, je crois, 9%, qui est passée à 32%. Voilà. Donc, si tu veux, quand tu as effectivement 21% de ton salaire qui passe désormais à la source en prélèvement... Sur le tien, puis ensuite, il y a ce que paye l'employeur, qui a un autre 29%. Et ensuite, tu te retrouves par tout un tas de modulations de fréquences à payer des impôts sur le revenu qui sont déclinés de façon « et vas-y que je te remonte un petit peu ta taxe foncière, et vas-y que je te remonte un petit peu ci ». Donc, à la fin de la journée, tu te rends bien compte que... Mais ce que ça veut dire aussi, ce qu'on est en train de dire, c'est compte tenu de tout ça, il est très probable que les rentrées fiscales vont baisser très fortement. Bien évidemment. Mais parce que là, honnêtement, moi, déjà, j'ai... Bon... Nous, vous savez, on est un peu des traîtres à notre classe sociale. Donc, dans notre classe sociale, je me rends bien compte que là, c'est en train de discuter, parce que quand on envoie ce genre de message, et les gens sont en train de partir, moi je vois autour, là, il y en a plein qui vendent et qui partent en Italie. Bien sûr. Il y avait une époque où ils partaient en Belgique. Belgique, Portugal, maintenant c'est l'Italie. Et il y en a toute une série, les plus fortunés, si je veux dire, qui partent en Suisse. Oui. Ça, j'en ai vu aussi. Et même des entrepreneurs assez jeunes qui partaient en Suisse parce qu'ils en avaient par-dessus la tête. Oui, mais bien sûr. Notre ami Richard Détente, c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est que la classe politique en France vit dans un monde magique, où il y a les bons et les méchants, ils sont capables de dire qu'ils sont les bons et les méchants, et on va punir les méchants et tout ira mieux. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, les bons, c'est pas les bons, les méchants, c'est pas les méchants. Alors, deuxièmement, il n'appartient à personne de juger suivant la morale. Non. Vous jugez suivant le droit. Parce que moi, si je devais juger suivant la morale, il y a 1, 2, 3, 4, 5 hommes politiques, suivant la morale, que je mettrai en prison. Non, mais que j'écouterai pas forcément. Je veux pas dire du mal des gens, mais j'entendais juste, pardon, ça va être un coup de pied de l'âne, mais je suis obligée de le faire. J'écoutais Éric Zemmour dire du mal d'Éric Ciotti en disant, vous comprenez, il a complètement trahi cet homme qui lui a mis le pied à l'étrier, qui est écrit... Bon, je ne connais pas leur relation entre Ciotti et Estrosi. Mmh. Mais moi, si j'étais la femme d'Éric Zemmour, je dirais, bah oui, moi aussi, je me sens un peu trahie. Donc, non, mais tu vois, si on parle de morale, si on parle juste de morale, pardon de vous dire, mais la morale, c'est ce que disent, il y a un proverbe noir africain que j'aime beaucoup qui dit celui qui grimpe au cocotier, il faut qu'il ait le derrière propre. Voilà, donc non, mais si tu te places sur le terrain du droit, c'est une chose. Si tu te places sur le terrain de la morale... Mais ils se placent tous sur le terrain de la morale, sauf pour eux. Voilà, donc c'est moi je fais très attention en tant que catholique, je me dis, bon, je sais que je suis pécheresse. Ouais. Voilà, donc je tolère autrui des failles, mais à partir du moment où il les admet aussi. Et en revanche, dès que quelqu'un se place sur le terrain de la morale, je lui dis... moins de graines, doucement. Doucement, parce qu'il y en a certains... On a des doutes. On a des doutes sur la morale. C'est-à-dire que dans le fond, ce qu'on essaie de vous dire dans cette réunion, qui est important, c'est que le problème qu'on a, c'est que nos élites pensent faux. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de logiciel dans la tête que le problème, c'est le capitalisme, le problème, c'est les profits, le problème, c'est qu'il faut que l'arbitre, eux, prenne l'argent des méchants pour le capitalisme pour le donner aux pauvres, et que c'est avec ce genre de raisonnement à la noix qu'on a foutu en l'air l'Argentine, l'Angleterre de Madame Thatcher, etc. Donc, quand vous pensez faux, ça met parfois 15, 20, 30 ans, mais la fin est toujours la même. Mm-hmm. Si vous tuez la liberté individuelle au nom de votre morale collective, eh ben, ça termine dans des camps de concentration, et en général, personne n'est plus riche et tout le monde est plus pauvre. Donc, encore une fois... On n'a pas besoin de changement en France, on a besoin d'un changement de la façon dont nos élites pensent. C'est ça dont on a besoin. Ils pensent de travers. Moi, quand j'étais chez les jésuites, ils disaient « cet élève est intelligent mais pense faux ». Je me suis toujours demandé ce qu'il voulait dire par là. Ben maintenant, je sais. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que tout le monde en a pris pour son grade. Oui, mais c'est pas pour son grade, c'est simplement... J'aimerais qu'on remette des sanctions dans le système, que ceux qui sont trompés disparaissent. Quand je vois un type comme Attali qui continue à parler dans tous les journaux, à faire des interviews, etc., alors ça fait que 50 ans qu'il raconte que des conneries, je me dis à quel moment la presse française va-t-elle dire « Monsieur Mac Attali, prenez votre retraite, partez en Provence et qu'on n'entende plus parler de vous, s'il vous plaît ». Ça suffit, vous avez fait assez de mal.
d'autant qu'on avait croisé Jacques Attali avec son chien à la gare, et le DAF et lui ne s'entendaient pas du tout. Ça m'étonne pas, il a beaucoup de goût, ce DAF. Oui, voilà, ils étaient comme ça. Bon, bien sûr, il avait ses gardes du corps et tout. Mais, parce qu'il a des gardes du corps ? Attali, je sais pas, en tout cas, il avait ce qui ressemblait à des gardes du corps autour de lui. Après, s'il veut se payer des gardes du corps, il peut se payer des gardes du corps. Hein. Je suis sûr que c'est payé par c'est la République, hein, parce que lui, il ne paye pas grand-chose. Bon, enfin, tout ça, c'est pour dire du mal des gens. C'est pour dire du mal des gens, Thérèse, mais ça nous a fait du bien. Bon, écoutez, en tout cas, on espère qu'on vous a pas trop mis le moral dans les chaussettes. Mais le moral, c'est qu'il faut que vous repreniez votre destin en main. Oui. Parce que c'est pas eux qui vont vous sauver. Hein. Non, c'est pas eux. Avec l'épargne productive fléchée. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Écoutez, si vous êtes intéressé pour la gestion de votre épargne, pensez à l'Université de l'épargne. Vous tapez universitédelépargne.fr. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.